Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette 6e partie de la FAQ. Alors je vous le dis tout de suite, ce sera l'avant-dernière partie. La 7e partie, ce sera la dernière. Profitons-en. Je voulais vous remercier bien sûr pour vos retours très positifs dans l'ensemble. Je sais que ce sont des grosses vidéos, 50 minutes, mais voyez-les vraiment comme des podcasts tranquillou. Vous repassez votre linge, vous mangez tranquillement en écoutant ça. De toute façon, c'est vrai que la plupart de mes vidéos, ce sont des podcasts, mis à part quand vous avez une analyse ou des choses peut-être un peu plus fournies en vidéo, ce que vous voyez visuellement. Ne vous inquiétez pas avec ça, ça va passer et après on reviendra sur les Disney. Et sur tout le reste bien entendu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais peut-être vous évoquer justement, quand je parle de Disney, de la rétrospective. Elle se terminera cette année, enfin j'espère, il faudrait encore que je fasse quelques analyses, mais ça va venir et la vidéo de bilan arrivera. Je pense pas que ça arrivera en juillet, ça arrivera peut-être plus tard, parce que je veux prendre mon temps aussi, parce que faut pas se presser. Mais après Disney, qu'est-ce qui va se passer? Alors je me pose la question, parce que déjà, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver ensuite, et qu'est-ce qui va se passer quand elle va se terminer? Parce que j'ai peur. Je vous avoue mes craintes, j'ai peur que quand elle va se terminer, je vais avoir une espèce d'exode de plein de gens qui sont venus pour voir les Disney. Et quand c'est terminé, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous se barrer. Moi, c'est l'impression que j'ai. Alors, j'espère que vous allez me donner tort et que vous allez rester. Oui, que le temps que vous êtes resté, c'est pas très français ce que je dis, mais que le temps que vous êtes resté sur ma chaîne vous donnera envie de rester pour la suite des vidéos d'analyse, de critiques et que sais-je encore. Quand j'aurai bien envie de sortir la vidéo sur les affiches de films, hein. Mais oui, je voudrais vraiment que les gens qui soient venus pour Disney restent. Enfin, ça me ferait très plaisir et j'espère qu'ils trouveront de l'intérêt. C'est ce que je souhaite vraiment, qu'ils trouvent de l'intérêt dans ce que je fais par la suite. Ce qui me fait peur, c'est que voilà, la communauté qui est intéressée par Disney, c'est une communauté très fermée. Dès que les choses sont terminées, ils peuvent se barrer, quoi. Donc moi j'ai un petit peu peur de ça. Je vous le dis très clairement, j'ai peur d'être déserté, oui, de perdre peut-être une centaine même d'abonnés, quoi. Donc même plus, peut-être plus. Donc voilà, je tiens quand même à vous le dire que c'est pas parce que Disney se terminera que la chaîne ne vaudra plus un clou. Loin de là. Ce qui me fait enchaîner sur le deuxième point, c'est que après la rétrospective Disney, je vais me préparer une autre rétrospective. Alors ça vient pas forcément de mon fait, mais d'un commentaire, d'un tout simple commentaire d'une personne sur je sais plus quelle vidéo, qui m'avait dit ça c'est cool d'avoir un fil conducteur sur ta chaîne, en plus de vidéos annexes, des critiques d'autres films et des choses comme ça, mais d'avoir un fil conducteur qui suit toute la chaîne. Et je trouvais que ce petit commentaire était très utile. Je veux dire, il m'a éclairé un point que je n'avais pas forcément en tête. C'est-à-dire de créer une sorte de fil. Les gens restent sur la chaîne parce qu'il y a un fil qui guide l'avenir des vidéos et l'avenir de la chaîne. Et c'est vrai que c'est très stimulant d'avoir cette rétrospective qui continue et les gens, quel est le prochain Disney? Quand la rétrospective Disney sera terminée, il me faudra laisser du temps. Je ne sais pas combien de temps, mais beaucoup de temps. Parce que j'ai choisi le sujet de la prochaine rétrospective. Je peux pas vous dire ce que c'est, mais ce sera du méga lourd. Ce sera une rétrospective sur un réalisateur qui a pas fait beaucoup de films, mais tous ses films sont très importants. Et ils sont virtuoses. Vraiment. Et c'est bien sûr quelqu'un qui ne risque plus de faire de films, parce qu'il est mort dans les années 2000. Donc je peux pas vous dire plus, mais c'est vraiment, ce sera aux petits oignons, et j'aurai peut-être l'occasion, pour les recherches que je vais faire sur cette personne, de rencontrer d'autres personnes, et pas forcément des gens du web, des vraies personnes, de faire quelque chose peut-être avec plus d'ampleur, peut-être plus d'analyse. Donc c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, mais qui va être vraiment, je pense, assez palpitante et qui va aussi apporter une nouvelle faune sur la chaîne, parce que je n'ai pas encore trop abordé ce genre de sujet. Je vous dis pas ce que c'est, je vous laisse le suspense, mais ça viendra. Je pense en 2016, vous aurez la nouvelle rétrospective. Je préfère franchement donner des dates très très lointaines parce que je me connais. Je me connais, je fais des trucs vraiment sur de longue durée. Ma chaîne est installée pour durer. J'espère que vous vous en rendez compte, mais moi je suis pas prêt d'arrêter. Donc
Voilà, ça fait quand même 4 ans que j'en fais. Moi, je suis toujours très stimulé par, justement, par vos retours, par votre présence sur la chaîne et par les sujets que je peux aborder, la possibilité qui s'offre à moi et des fois des rencontres aussi qui me donnent des occasions. Donc, je suis très stimulé par tout ceci et j'espère que vous serez aussi stimulé par cette annonce d'une nouvelle rétrospective. Je l'avais déjà bien sûr un petit peu évoqué, mais ne vous inquiétez pas, Disney, ça se terminera. Ça se terminera cette année, genre le 31 décembre. Non mais voilà, ça se terminera cette année. Et en 2016, il y aura une nouvelle rétrospective qui sera aussi palpitante. Voilà. Donc sur ce, nous allons continuer la FAQ avec de nouvelles flopées de questions. Question de Alfonso François. Préfères-tu une bonne série ou un bon film? Un bon film, bien entendu. Est-ce que les séries peuvent-elles voler la vedette au cinéma? Je prends par exemple Game of Thrones, qui est inadaptable au cinéma. Quand tu parles de Game of Thrones, c'est amusant parce que tout récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit ah mais tu sais, ils vont projeter je crois le premier épisode de la prochaine saison ou un truc comme ça au cinéma. Et moi je suis tombé un petit peu de ma chaise quoi. Si elles volent la vedette au cinéma, je trouve que c'est plutôt grave. Après c'est parce que je défends plus le contenu cinématographique que le contenu télévisuel. Hein. Je ne le souhaite pas. Est-ce que les séries peuvent? Ça, l'avenir nous le dira, je ne suis pas devin, mais je ne le souhaite pas. Je souhaiterais pas qu'on revienne aux années 50, vous me comprenez bien, ou aux années 40, quand le cinéma était une sorte de télé géante, dans laquelle tout le monde venait pour regarder les actualités, les films pour enfants, les films de première partie de soirée, après le grand film de soirée. Alors ça fonctionnait comme ça, avant d'avoir la télé, des postes dans chaque maison. C'était très rare avant, et donc le contenu télévisuel était aussi très rare, et n'était pas 24 heures sur 24. Hein. Je pense que c'est aussi du fait que la vie va très très vite aujourd'hui, et donc le soir on ne peut pas se poser pendant 1h30 à 2h devant une seule chose. Non, on regarde son petit épisode avant de manger, ou en mangeant, hop, et ça correspond tout à fait à 40 minutes ou 20 minutes, et après hop, on passe à autre chose. Voilà, et alors que le film, il dure 1h30, à moins de le couper en petits morceaux aussi, il faut tenir 1h30, donc aujourd'hui, non, on n'a plus le temps de passer 1h30 devant une seule vidéo, c'est ça. Donc, je pense que c'est aussi parce que notre société va beaucoup plus rapidement, qu'il y a plus d'engouement pour les séries en termes de durée. Et après, en termes de qualité, il doit y avoir un déclencheur, je ne sais pas lesquels, mais sûrement des premières séries qui ont très très innové. Je pense à 24 heures, qui n'est pas une jeune série, c'est quand même quelque chose qui date. Faire une série, ce n'est pas comme faire un film. Et ça, les professionnels vous le diront. Concevoir une série, un scénario, ça n'a rien à voir avec concevoir un scénario de film. Chacun voit midi à sa porte. Après, ça me saoule peut-être que tout le monde parle des séries, mais que personne parle de films. Ça m'énerve. Mais après, c'est parce que je préfère le cinéma. Quand on voit le succès de certains films ou séries de mauvaise qualité, sur le plan scénaristique, jeu d'acteur, doit-on s'inquiéter? Est-ce que les spectateurs ont perdu le goût de la qualité? Ou est-ce un phénomène de société? Quand tu dis de mauvaise qualité, ça c'est purement subjectif. Il y en a qui disent je vais prendre un exemple comme ça que j'ai entendu tout récemment. Interstellar, c'est le nanar de l'année. Tellement mauvais qu'il en devient drôle. Alors à partir de là, j'ai envie de dire, on peut considérer un petit peu n'importe quoi comme mauvais. Je pourrais dire que par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux sortir? Ah oui, que Breaking Bad c'est mauvais, mais c'est juste subjectif. Le goût général des gens, il est quand même très éclectique, j'ai envie de dire. Après, il y a des phénomènes de mode qui s'estompent au fur et à mesure. On en revient à des débats qui sont des débats un peu stériles, qui ne servent à rien, parce que chacun a sa sensibilité par rapport à des choses. C'est tellement subjectif. Enfin, au fur et à mesure que je fais des vidéos, je me rends compte qu'en fait, bonne qualité, mauvaise qualité, il y a des faits, mais franchement, ça sert tellement à rien en fait de dire c'est mauvais ou c'est bon. Ça sert tellement à rien. Je vous le dis pour les critiques, mais en fait moi j'en ai rien à foutre de ça. Donc perdre le goût, les spectateurs, tu sais, c'est pas comme si j'avais un avis sur les spectateurs et que je savais ce que les spectateurs pensent. Je suis pas dans la salle en train de prendre des notes sur comment les spectateurs réagissent à telle ou telle chose. Donc est-ce que les spectateurs ont perdu le goût?
Enfin, me demander l'avis sur le spectateur français général, c'est un peu difficile. Je pense que tu peux bien comprendre ça. J'ai mon avis, mais ça reste un avis complètement réduit et incomplet. Hein, donc, non, enfin, je vois pas pourquoi il aurait perdu le goût. Et tu cites même pas d'exemple. J'aurais pensé peut-être que tu me cites un exemple pour rebondir. Hein. Tu me dis même pas d'exemple. Donc, désolé, ce sera un avis complètement subjectif. Il faut me citer des exemples. Soyez précis dans vos questions, parce que sinon, moi, je pars dans tous les sens. Hein. Phénomène de société, ça aussi. Je veux dire, je suis pas sociologue. Il faut dire aussi ce qui est. On peut me dire, ah oui, mais tu te protèges derrière. Mais il faut dire aussi ce qui est, parce que sinon, ça fait grande gueule. Hein, si je commence à dire je pense que les Français qui suis-je pour me dire les Français peuvent penser comme ça. Mais j'ai pas fait des études de marché sur ce qu'est le spectateur, quels sont ses goûts et tout ça, hein, donc je peux pas trop me permettre de répondre avec une absolue conviction, vous comprenez. Je pense que vous comprenez ça. Bon, j'espère que je t'aurai pas trop déçu, mais voilà, mais c'est des questions intéressantes. Mais c'est difficile d'y répondre. Je pense que tu peux comprendre ça. En tout cas, je te remercie pour tes questions. Question de Martin Mèche, c'est à propos des films de guerre. Trouves-tu que les meilleurs films traitant du fait guerrier sont en général ceux qui sortent en plein conflit ou ceux qui sortent de nos jours? Je pense à la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre, la guerre du Vietnam et non au conflit actuel. Ça c'est contestable. Après, qu'est-ce que tu appelles quelques années après? Parce que par exemple, dans les années 50, il y avait beaucoup de films intéressants pour les années 40. Hein. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Souvent, les films qui sont à 5-6 ans d'intervalle deviennent intéressants. Les films qui se font en plein conflit, il y a des censures éventuelles, des mauvaises sorties en salle. Ça peut être un petit peu plus compliqué à faire, je pense. Surtout, le conflit, on est en plein dedans. Pourquoi on devrait en parler? Les médias nous abreuvent déjà assez d'images horribles. Hein. Alors franchement, non, je pense que c'était beaucoup plus difficile. Après, j'ai pas forcément les dates des films de guerre en tête, donc c'est un petit peu difficile pour moi de voir lesquels sont au beau milieu du conflit. Mais après, il y a des films qui sont faits des années plus tard et qui sont formidables. Hein. Paris brûle-t-il, alors je dirais années 60, c'est super. Vois plutôt en termes d'années par rapport au conflit, ça c'est plus parlant. Joyeux Noël, je crois que c'est quoi, la Première Guerre? Par exemple, pour la Première Guerre, j'ai beaucoup aimé La Chambre des officiers. Mais après, ça parle pas directement de la guerre, hein. Mais il y a quand même une réalité de la guerre qui nous est montrée dans La Chambre des officiers. Et ce film est contemporain. Pour la Première Guerre, il n'y avait pas tellement les moyens de faire du cinéma, quoi. En tout cas, de représenter en fiction la Première Guerre mondiale. Dans les années 20, ils avaient un peu autre chose à faire. Ils représentaient la fiction... Ils représentaient la Première Guerre mondiale par des ressentis. C'était l'expressionnisme allemand qui était la conséquence de la fin de la Première Guerre mondiale pour les Allemands. Donc je dirais quand même, une affaire de quelques années après le conflit, là ça devient intéressant. Parce qu'il y a aussi des non-dits qui se dévoilent sur comment c'était, des biographies qui débarquent. Typiquement, American Sniper, là le film de Clint Eastwood sur le sniper qui part en Irak et tout ça, ça peut pas être fait en plein conflit parce que le mec il est encore là-bas. Donc je pense que quelques années après le conflit, c'est le top. C'est la bonne période où on peut faire quelque chose, et tout en étant encore assez proche pour que les gens aient envie d'aller voir le film, mais quand même suffisamment loin pour que les gens ne soient pas bloqués parce que c'est un film qui parle de cette guerre-là. Parce que quand même, parler de guerre dans les films, c'est toujours très dérangeant. Et les gens, même les gens sensibles qui ont directement un lien avec cette guerre, c'est difficile, quoi. Moi, je vois mal un film qui sort de l'année suivante sur Charlie Hebdo. Voilà, mais 4-5 ans plus tard, ça donnera peut-être une idée à quelqu'un. Ah tiens, on va faire le truc, on va en faire un thriller, des machins comme ça. Mais pour sûr, je vous dis que ça va être fait, ce truc. Mais il faudra attendre un petit peu. C'est toujours quelques années plus tard que ça se déclenche et que les films sont assez bons quand même dans l'ensemble. Jared, Redacted... C'est un truc assez étrange parce qu'on a eu la guerre en Afghanistan et après on a tout de suite eu la guerre en Irak. Donc là je sais que tu voulais plutôt par rapport à la guerre du Vietnam et tout ça, mais par rapport à la guerre en Irak c'est intéressant par rapport au film parce que on a l'impression que tous les films là sur cette nouvelle guerre ça se passe toujours monde arabe, point, alors que c'est bien une guerre et une autre guerre. Donc c'est assez amusant comment
on nous fait un amalgame pratiquement dans les films actuels, mais première, deuxième guerre mondiale, je ne sais pas s'il y a beaucoup de films qui ont été faits directement pendant la guerre, qui traitent du conflit direct, hein, parce qu'il y a des films sur l'effort de guerre, hein, la propagande et tout le bazar, là il y en a eu. Il y en a eu aussi sur la résistance en France. Des films plus sur des dialogues qui veulent dire des choses plus subtiles, hein. Par exemple, je crois que comment ça s'appelle, les enfants du paradis, je crois. Arletty qui dit « Moi, j'aime la liberté », mais ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est des petites choses comme ça qu'on se saupoudre un petit peu dans les films de ces années-là, parce qu'on peut pas dire ouvertement « Ah bah les nazis !» À l'époque, non, c'était pas possible. Les mecs, ils allaient brûler le film, et après ils allaient peut-être brûler le réalisateur avec le film. Donc bon, il faut aller faire gaffe, quoi. Donc voilà, c'était saupoudré avec des allusions, des métaphores, des choses comme ça. J'aurais tendance à dire quand même quelques années plus tard. Et ta deuxième interrogation, penses-tu qu'il est possible de nos jours de faire des films sur des vieux conflits sans en faire de vulgaires films d'action entrecoupés de scènes émotionnelles sans aucune originalité et auxquelles le genre a du mal à échapper? Tu penses à Fury là? Oh, il faut quand même des gens qui savent un petit peu de quoi ils parlent, des gens qui sont sensibles à la question. Je pense à Spielberg par exemple, qui a fait beaucoup dans le film de guerre. Il faut des gens qui soient investis et pas seulement qui font la commande. Alors je veux faire un film avec de l'action. Ah, c'est sûr, là c'est facile, mais non. Non, il faut des gens qui soient intimement liés à cette période. Parce que sinon les gens font du drame, mais il y aura rien de plus. Comme Fury. Fury est un bon exemple. Comme tu dis, entrecoupé de scènes émotionnelles. Pour le coup, je suis d'accord, hein. Enfin, moi je trouvais qu'il marchait. Mais dans son optique, hein, il cherche pas à faire plus, hein. C'est une affaire de réal. Après, est-ce qu'aujourd'hui, des réals bien plus âgés auraient envie de faire ce genre de choses? Non. Donc on le laisse plutôt à des gens qui ont envie de s'éclater avec la Deuxième Guerre mondiale, quoi. C'est un drame ce que je dis, hein, mais c'est ça. Tu verrais, toi, je sais pas moi, James Cameron, Martin Campbell, maintenant j'y pense parce que lui il est assez âgé. Enfin, c'est des noms comme ça que je balance, hein, c'est pas forcément les meilleurs, mais peut-être Michael Mann. Mais encore une fois, ce serait très étrange que quelqu'un qui soit très contemporain dans ses récits se plonge tout d'un coup dans de la Première Guerre mondiale. Ça m'étonnerait. Donc franchement, il y a très peu de réals qui pourraient faire des choses assez fortes. Par exemple, je pense au début de L'étrange cas de Benjamin Button, avec le mec qui fait la montre qui tourne à l'envers. C'est une très belle idée, parce que Fincher est aussi quelqu'un de très concerné par ce qu'il fait. Donc là, c'est des réals qui sont assez forts. Mais autrement, aujourd'hui, non, je crois pas. Franchement, il faut des bons réals et des gens investis. Émotionnellement aussi investis. Je te remercie, Martin Mèche, pour tes questions. Je vais répondre maintenant aux questions de Stéphane Meta TV qui revient pour une nouvelle flopée de questions, ma parole. Oh mon dieu. Enfin, tes questions sont sympas, mais il y en a beaucoup. Tu dois être au courant de la sortie prochaine du casque virtuel Oculus Rift. Je suis tout à fait au courant. Est-ce que tu penses que cela va permettre de repenser le cinéma, la manière de filmer et tout ça? Je pense que non, parce que d'abord le cinéma c'est une expérience collective dans une salle de cinéma, et après adapter le Blu-ray après pour des expériences individuelles, c'est trop cher et ça sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. Franchement, actuellement, non. Faudrait 20 ou 30 ans, ouais, je dirais une bonne vingtaine d'années pour que vraiment l'expérience de spectateur soit très différente et qu'il y ait besoin d'un tel attirail. En plus, franchement, avoir juste des écrans juste devant la gueule, mais c'est étouffant. C'est étouffant. L'Oculus Rift, moi, ça me fait pas du tout vibrer. Alors là, pas du tout. Je préfère avoir une distance avec ce que je regarde. Ça me choque même. Que tu puisses penser ça pour le cinéma. Pour le jeu vidéo, sûrement, hein, parce que c'est interactif. Mais le cinéma, ce serait très contraignant. On aurait envie de regarder un détail, mais non, parce que le mec, il continue à filmer de cette façon. Après, on pourrait y pencher des choses, mais c'est tellement expérimental. Mais ça servirait tellement à rien, parce que ce serait individuel, ce serait plus une expérience collective. Ensuite, tu passes un peu du coq à l'âne, mais c'est pas un mal. Beaucoup de youtubeurs, podcasteurs ont le tic dans leurs vidéos d'inclure des courts-métrages amateurs dans leurs intros. Tu veux dire qu'ils font des intros scénarisées? Je pense que c'est ce que tu veux dire. Ben, c'est peut-être qu'ils ne savent pas comment on peut introduire les films autrement qu'en faisant des petits courts-métrages. Ça, c'est leur affaire. Moi, je sais très bien les possibilités qui s'offrent à moi, que je pourrais faire. C'est un choix de le faire, hein. Ils savent que
c'est peut-être plus facile et moins repérable par YouTube de faire des courts-métrages et tout ça pour introduire le film que de prendre des images du film et de faire une petite bande-annonce ou une petite introduction avec les images du film. Je comprends tout à fait ça. Personnellement, je trouve que ça disperse le propos de la vidéo. Est-ce que c'est un court-métrage la vidéo ou est-ce que ça parle d'un film ou voilà, ça disperse déjà dès le début de la vidéo. Tu te dis, je viens voir, je sais pas moi, une présentation du dernier film de Clint Eastwood et là j'ai un espèce de truc raté là dans la forêt. Enfin voilà, on peut très vite se disperser et si on a tendance en plus à le faire tout le temps, bah après ça devient plus un court-métrage qu'une vidéo sur le cinéma et ça peut être dangereux. Vois-tu sur internet germer les pousses d'un renouveau du cinéma français? Sur internet? Non. C'est assez amusant, c'est qu'à chaque fois que je regarde un court-métrage ou une fiction faite sur internet, j'ai toujours l'impression que c'est vraiment un langage internet. Que jamais je pourrais voir cette façon de faire, cette façon de filmer, cette façon d'étalonner, cette façon de monter au cinéma. C'est très étrange comme impression, mais j'ai toujours cette impression-là. C'est peut-être aussi le fait que c'est une image très très standardisée. Bien que les mecs, ils étalonnent des fois d'une façon très très forte, mais j'ai toujours l'impression que c'est du 5D, que c'est de l'appareil photo. Voilà, ou de la RED, à la limite. Je vois ces images passer, des images standardisées, toujours avec un peu les mêmes techniques. Parce que ce sont des techniques qui coûtent pas cher, donc on les voit un peu partout. Après, je ne regarde peut-être pas tant de courts-métrages, des choses comme ça sur internet. Donc j'ai peut-être un avis complètement incomplet. Ensuite, question suivante, on observe une multiplication des youtubeurs podcasteurs amateurs faisant de la critique des cinémas. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil? Pour répondre à cette première interrogation, non, parce que ça disperse les choses, ça donne l'impression qu'ils peuvent y arriver, je veux dire, à faire reconnaître leur avis comme étant intéressant, et je trouve que c'est très difficile de se démarquer. Je veux dire pas forcément en étant dans la critique négative ou dans l'exagération des propos, des choses comme ça, hein, mais ça se disperse trop. T'as l'impression qu'il y a une petite marée de personnes qui disent « Mon avis est intéressant, mon avis est intéressant !» C'est un petit peu agaçant. On peut ne pas du tout faire attention à tout ça, hein, et finalement ça se passe très bien. On remarque également, ils parlent dans leur ensemble des mêmes films, ça c'est vrai. Au même moment, subissant un peu la pression du clic ou du buzz, et donc de leur propre public. Passer de film auteur d'indépendant semble moins rentable sur YouTube. Qu'en penses-tu? Ça c'est vrai, et même moi-même j'ai tendance aussi à un petit peu le faire. C'est-à-dire quand il y a une grosse sortie, j'ai tendance à me dire est-ce que je ferais pas une petite vidéo? Non, je pense par exemple quand j'ai fait Interstellar. Et je pense que je ferai par exemple une vidéo pour Jupiter Ascending. Parce que voilà. Oui, parce que voilà. Ça veut tout dire. Attention, j'ai la pression du clic, comme tu dis. Non, oui, hein, non, franchement, honnêtement, il y a aussi un petit peu de ça pour moi, mais beaucoup moins. Parce que moi, j'ai une autre ligne directrice que forcément les trucs à voir absolument. Je ne suis pas le cinéma mainstream actuel, c'est-à-dire de ce mois-ci, etc. Je vais au cinéma de temps en temps, mais franchement, pas des masses, quoi. Et parler des films d'auteur ou indépendants, les gens, ils veulent quand même qu'on les voit un petit peu. Donc, ce qu'ils se disent, peut-être, c'est qu'on va faire du mainstream. Comme ça, on amène des gens. Et après, on va parler peut-être de temps en temps de films d'auteur, de films indépendants et tout ça. C'est peut-être la meilleure façon de faire pour que le travail qu'on fournit soit reconnu et qu'on ait aussi un petit peu de retour positif, surtout quand on le fait depuis longtemps. Ça, je veux bien comprendre que les gens ils font du mainstream, mais à un moment, après avoir fait plein de mainstream, ils vont se poser une question, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce qu'ils vont s'enlacer de ce truc. Ils tourneront en rond. Voilà, toutes les années, ils feront la même chose et tout ça, et à un moment, ils vont en avoir marre. Donc ils vont vouloir évoluer. Et ça, c'est là que ça va être compliqué. Comment vont-ils évoluer pour se démarquer de la masse de gens qui font de la critique sur YouTube? Et dernière partie de ta grosse question, on retrouve sur le net les mêmes travers que dans la presse dite mainstream. Ne manque-t-il pas sur la toile d'une critique de la critique? Je ne suis pas sûr de saisir ce que tu voudrais dire. Je pense que, après la presse mainstream, ce sont aussi des gens qui regardent le film, comme les gens sur YouTube. Sauf qu'ils le font par l'écrit, et il y en a d'autres qui le font par la vidéo ou par l'audio. Moi j'ai entendu de la merde un peu partout, hein. Donc ce n'est pas... il ne faut pas voir ça comme un mal, hein. Les gens ont envie de s'exprimer, ils s'expriment assez librement, faut dire. Dans toutes les formes et les supports qu'ils peuvent, donc c'est pas des travers, c'est juste les gens qui s'expriment, hein. Après ce qu'ils disent ça ne regarde que si on est d'accord tant mieux, si on n'est pas d'accord tant pis, mais il faut pas se focaliser et dire ah il y a le même travers partout, comme si tu pensais qu'internet c'était le lieu où tout d'un coup on allait dépasser les médias traditionnels.
On a déjà cette idée de présentateur télé sur la quasi-totalité des chaînes qui marchent. Faut pas penser qu'Internet c'est autre chose que les médias traditionnels, ça reste le média traditionnel. Franchement, je pense pas qu'il faille se focaliser sur ce détail-là, c'est la même chose. C'est juste peut-être une autre façon de le faire. Et ta dernière partie de question, c'est ne manque-t-il pas sur la toile une critique de la critique? Alors tu dis ça, c'est assez amusant parce que j'ai trouvé une chaîne qui fait de la critique de la critique. Alors c'est une toute petite chaîne, hein, mais qui fait, on va dire, une review de grands youtubeurs français, francophones. Je crois que ça s'appelle d'ailleurs la critique de la critique. Mais critique de la critique, alors là on n'en finirait pas quoi. Parce que qui se permettrait de faire la critique de la critique? Et si cette personne n'est pas subjectivement impeccable, il faudrait faire une critique de la critique. Oh, bah, tu vois, ça devient ridicule là. Tu nous avais expliqué que les critiques étaient un racolage assumé. C'est fort, mais il y a de l'idée dans le but de rassembler un public. Maintenant que c'est fait, vas-tu davantage travailler sur des analyses pour l'année 2015? Est-ce que c'est une façon de demander plus d'analyses? Après, justement, je souhaiterais peut-être avoir plus l'avis général que forcément le tien. Est-ce que, public de ma chaîne, vous préférez que j'oriente la chaîne plus vers de l'analyse que vers de la critique? C'est une vraie question que je me pose parce que j'ai beaucoup d'analyses en stock et je sais pas si ça vous intéresserait plus que de la critique. Après, en effet, la critique c'est une façon de racoler. Oui, mais on peut le dire hein, clairement. Je le vois bien en termes de vues et de personnes que ça amène. Les statistiques YouTube sont quand même assez précises. Hein. Le problème avec l'analyse, c'est que je peux pas la fournir sur YouTube, donc je suis un peu limité. Enfin, je suis pas limité. Il y a un système, voilà, où je vous renvoie vers une autre vidéo, mais je suis très gêné parce que les sites de partage de vidéos comme Vimeo ou YouTube que j'utilise, bah des fois ça me pose des petits problèmes. Alors je vous demande, après j'aurai jamais l'avis général, hein, mais est-ce que ça vous intéresserait plus d'avoir une vidéo à télécharger via Mega Upload par exemple, que d'avoir une vidéo à regarder via un autre site? Alors bien sûr, ceux qui sont sur leur iPad, sur leur petit portable et tout ça, ils ne pourront pas regarder la vidéo, il faudra la télécharger. Mais est-ce que ce serait peut-être pas plus sûr? Moi, je me pose ces questions-là, parce que je suis toujours travaillé par ces questions-là. Il y a des analyses, j'ose pas les mettre sur une plateforme parce que je sais qu'elles vont être virées. Et moi, ça m'angoisse pas mal. Donc, je me pose toutes ces questions, je ne sais pas trop quoi faire à ce niveau-là. C'est pour ça que j'en mets pas tant que ça. J'en ai plein, j'en ai 90 à peu près d'analyses. De fait, de terminer, de prêt à être diffusé. Hein. J'en ai 90, ce qui est énorme. Je les distille au fur et à mesure. C'est une vraie question là que je me pose et que je vous pose aussi à vous. Est-ce que ça vous dérangerait moins d'avoir un lien à télécharger ou vous préférez que ça reste via un site de partage vidéo, que ça reste une vidéo via un lecteur vidéo? Voilà, et pour les critiques, ça pose pas pour l'instant trop de problèmes. Pour l'instant, en termes de droits d'auteur, parce que c'est ça aussi le problème, hein, ce sont les droits d'auteur. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui me fait continuer les critiques, c'est que ça me fait un espèce de balayage de films. Par exemple, pour les Mad Max, qui arriveront peut-être en avril, les critiques sont terminées. Et pour les faire, j'ai dû lire beaucoup d'articles, des articles anglo-saxons, des trucs très poussés, qui m'ont apporté beaucoup de connaissances concernant ces films, plein d'anecdotes, des histoires de tournage, des choses comme ça, que j'aurais peut-être pas vu si j'avais fait juste de l'analyse. Parce que c'est de l'analyse de séquences bêtes ou une analyse thématique, mais c'est quelque chose de très ciblé. Donc la critique me permet aussi de faire un balayage des informations autour du film, que je ne ferai pas autrement. Donc c'est pour ça que je vous donne aussi beaucoup de, si je peux en trouver bien entendu, de faits concernant le film, d'informations factuelles, quoi, comment c'est fait, des choses comme ça. C'est une manière de vous faire venir sur ma chaîne, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, et qui font en plus, c'est là où je peux peut-être un petit peu me démarquer, qu'ils le font en plus sur des films actuels. Alors que bon, moi, les films actuels, il y en a de temps en temps. Là, ces derniers temps, il va y en avoir un petit peu. Autrement, je ne fais pas forcément sur les films actuels. Quand on veut essayer d'avoir un public, on est un petit peu obligé, ou alors on va ramer pendant des années avant d'avoir quelque chose.
Mais je vous le dis très clairement, ça sert à ça la critique. Pour moi ça sert à ça, je vous dis critiquer un film ça sert tellement à rien, je préfère l'analyse. Mais il se trouve que ça fait venir les gens donc... je préfère au moins parler d'autres films que les films qui sortent. C'est plus sympathique, ça permet aussi de brasser un peu plus de choses que forcément les films qui sortent où on n'a aucun recul, mis à part notre sensation de spectateur. Alors qu'il y a tellement de films qui sont sortis avant que les gens ne connaissent pas ou que les gens ont peut-être un avis un peu rapide, un peu sévère des fois sur le film, donc vaut mieux revenir sur ces films-là. Je voudrais travailler davantage sur les analyses, mais ça prend tellement de temps. La critique aussi prend du temps sur de l'écriture, mais c'est très compliqué. Je pense continuer une espèce d'équilibre comme ça. Si je faisais plus d'analyse, si j'avais un rythme de production plus élevé, je crois que j'orienterais plus vers l'analyse, mais c'est un peu délicat en ce moment. Donc j'ai un stock pour les moments où je ne peux pas trop vous fournir de vidéos de critiques parce que les textes n'avancent pas ou je sais trop quoi. Là, je pourrais vous livrer des analyses. Et des fois, il y a par exemple le Star Wars qui va sortir à la fin de l'année. Moi, j'ai une analyse d'une séquence de Star Wars que je peux garder et que je pourrais livrer à ce moment-là pour être, on va dire, dans l'air du temps. Autrement, je pense pas parce que je n'aurai pas le temps. Je suis entré dans le monde professionnel et c'est assez effrayant. C'est aussi beaucoup d'angoisse et je voudrais pas me perdre comme ça et faire plus que ça et au lieu de chercher un vrai travail parce que là, je tiens quand même à le dire, je fais ça sans être payé. Au bout d'un moment, l'idée me viendra bien d'essayer de trouver un moyen d'être payé pour ce que je fais, hein, mais ce n'est absolument pas le cas pour l'instant. Je vous le dis, hein, c'est dans la tête, hein, des fois ça surgit comme ça, mais je sais pas, enfin je trouverais ça odieux dès le départ. Tu dis rassembler un public, mais j'ai pas l'impression que le public soit très rassemblé là. Il y a plein d'abonnés, mais moi ce qui m'intéresse c'est la. Je demande pas forcément que toutes les personnes qui regardent la vidéo postent un commentaire, mais on va dire que sur les 2500 abonnés, j'en ressens une petite cinquantaine quoi. Moi j'ai l'impression de pas être suivi, mais alors que je commence à l'être un petit peu. Pour l'instant 2015 il y aura rien de très folichon de nouveau. Bon, mis à part 2-3 machins que j'essaye de préparer, mais ça prend tellement de temps. Par exemple, tu me poses une autre question, où en est le projet des descriptions d'affiches de films? C'est un générique qui doit être fait. Mon graphiste, Robin, à qui on doit l'introduction de cette vidéo des FAQ, m'a fait un générique. Il faut que je lui fasse un retour. En tout cas, je le remercie pour le temps qu'il a pris. Il faut que je lui fasse un retour sur ce générique parce qu'il y a des trucs de timing qui vont pas. Mais dès que le générique il est fait, je pense que je pourrais commencer à travailler le pilote. Voilà, je peux pas dire grand chose d'autre sur ce projet d'affiche de film. Je voudrais que ça sorte, mais il y a tellement de machins qui sont en route que c'est difficile pour moi de faire le tri dans tout ça. J'ai tellement de trucs qui sont de livres ouverts. Voilà, j'ai des tonnes de livres ouverts un peu partout autour de moi et il faut que je les referme progressivement et c'est extrêmement dur. Donc ça viendra, mais d'ailleurs je le dis tout le temps... ça viendra, mais ça vient pas. Mais vous inquiétez pas, c'est en cours. Mais à un moment, ça va se libérer, ça va se débloquer. Et là, ça sera cool. Je prends beaucoup de temps dessus, mais je veux pas me presser parce que sinon après c'est de la tension et ça fait pas du bien. Alors que c'est rien, c'est juste des vidéos. Donc je vais essayer de me libérer un peu la tension sur ça, même si ça me procure beaucoup de bien et que j'aime bien faire ça. Je veux pas que ça devienne une source de pression. T'as une expertise dans le son, as-tu eu comme projet une émission basée sur l'explication du traitement du son, sur le modèle des analyses? Franchement, expertise en son, ah non, j'ai pas une expertise en son, hein. Absolument pas. Hein. Moi, tout ce que je fais avec mon son, c'est que je le coupe. Hein. C'est tout. C'est uniquement ça. Hein. Alors, je vais vous faire un seul tuto sur comment couper le son. Non, mais tu vois que ça tient pas le bout, quoi. Ensuite, dernière question. Elles ont été très intéressantes tes questions, je dois te le dire au passage. T'intéresses-tu au monde podcastique tel que le cinéma est mort, 24 FPS, cinéphilie, split screen, etc. Des formats bien plus libres et plus qualitatifs que l'on trouve sur YouTube. Plus libre sûrement, plus qualitatif, ça dépend des podcasts. J'ai regardé 24 FPS... Là, parce que je ne connaissais pas, j'ai regardé un peu ce qu'il disait, c'est juste deux potes qui bavardent sur le cinéma. Hein. Et ça, tout le monde peut le faire. Excuse-moi, pour le coup, ce n'est pas vraiment qualitatif. Par contre, Cinéphilis
ou split screen. J'ai un peu du mal à me différencier les deux, mais je crois que split screen, c'est très très qualitatif. Par exemple, je crois que c'est eux qui ont fait Pixar. C'est très très fort ce qu'ils se disaient. Je regarde des fois le podcast, je crois que c'est Capture Mag. Il y a Rafik Djoumi dans le podcast. Ça aussi, c'est très très bon. Cinéphilis, j'ai regardé 2-3 trucs, c'est assez sympa. Et le cinéma est mort, malheureusement, je suis tombé sur le podcast où il dit que Interstellar, c'est le nanar de l'année. Alors, bon, ouais. Là, j'étais pas trop d'accord. Bon, et en même temps, les gars, tu sens qu'ils ont pas vu la fiche technique de Johan from Outer Space, la suspension consentie de l'incrédulité. Hein. C'est tellement... Enfin, je vais arrêter d'être mauvaise langue, mais alors, j'étais pas du tout convaincu par ce podcast-là. Même 24 FPS, c'était plus amusant. Alors bon, et surtout les mecs qui disent « Ah, mais c'est raté !» C'est juste deux bandes de potes qui sûrement n'ont jamais fait de court-métrage de leur vie et pas des courts-métrages professionnels. Et les mecs qui disent « Ah, c'est raté !» Enfin, tu vois, des fois, je me pose des questions sur la légitimité de ce qu'ils disent. Non, mais ça paraît un peu pompeux, un peu pédant de dire comme ça, mais des fois, ouais, putain, les mecs, quoi. C'est ça le problème entre les critiques et les praticiens, c'est que les praticiens ils ont l'impression que les critiques sont vachement hautains mais qu'ils ne sauraient même pas faire quoi que ce soit avec une caméra, et les critiques eux ils pensent qu'ils ont la science infuse parce qu'ils ont vu beaucoup de films et pensent qu'ils sont mieux à même de juger le cinéma que ceux qui le font. Et ça c'est un grand problème dans la critique, et en plus des gens comme ça sur internet qui regardent beaucoup de films mais bon voilà quoi, ils font juste regarder plein de films, c'est tout. Enfin, il y a rien, quoi. Donc après, ils se disent « Oh, mais ça pourrait être intéressant qu'on fasse des podcasts. » Et puis voilà. Après, c'est un petit peu ce que j'ai fait moi aussi, hein, comme la plupart des gens ici, d'ailleurs. Oui, je regarde quand même quelques podcasts. Pas tout, bien sûr, mais de temps en temps, ouais. Voilà, je te remercie pour toutes tes questions, Stéphane Méta TV. Je vais répondre à la question de Maxime Thomasin, et au vu de la question, ça va être assez rapide. J'aimerais avoir ton avis sur le pari Marvel-Disney, à savoir déployer une saga cinématographique d'une vingtaine de films, voire plus, sur une échéance de 10 ans seulement. À ce rythme, la lassitude gagnera-t-elle le grand public, ou la base formée par les fans de comics suffira-t-elle à la porter à son terme? J'avais déjà répondu à ce genre de questions dans les parties précédentes, voire même dans la FAQ précédente, donc je vais faire très rapide. Non, il n'y aura pas une lassitude, à un moment ça va s'arrêter, ça va diminuer progressivement parce qu'on aura fait le tour. Et franchement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui connaissent quand même un petit peu la base, ne serait-ce que les principales icônes. Et il faut bien dire qu'il y a beaucoup de films de super-héros qui marchent aujourd'hui. Il y a le marketing qui va avec, mais dans l'ensemble, ça cartonne. Et même les plus improbables super-héros arrivent à avoir quand même une assez bonne aura à l'international. Je n'avais pas mis un copec sur les Gardiens de la Galaxie, hein. Et vous avez vu le succès, donc franchement non, ça tiendra jusqu'à son terme. Voilà, non je ne vais pas dire davantage parce que j'ai déjà beaucoup parlé de Marvel. Ensuite, Chauffiste fait son retour avec 2 questions. On observe depuis quelque temps de nombreux blockbusters, alors encore ça, pour ne pas dire tous qui se construisent en plusieurs épisodes. D'après toi, est-ce une mode passagère ou une tendance longue? Je pense que c'est une tendance qui va assez s'installer parce qu'aujourd'hui on a peur de faire des films de 3 heures. Et on a envie de tout montrer, donc il y a aussi ce côté, on veut rentabiliser à mort le film, donc on va te faire même en plusieurs parties parce qu'on a trop tourné. Je pense qu'il y a aussi une grosse pression de la distribution sur le film. Parce que maintenant il y a des distributeurs qui fournissent beaucoup d'argent et ils veulent le maximum. C'est-à-dire que le film puisse être diffusé en IMAX, en 3D, en 3D IMAX, en HFR s'ils peuvent même. Bon, après ça se fait au tournage, hein, mais ils préféreraient presque 2 films de 2h30 qu'un film de 3h20. Parce que c'est plus rentable pour eux, ça leur fait plus de recettes, parce que le film va marcher, ils savent. Donc vaut mieux que ça marche en 2 fois qu'en une seule fois. C'est chiant. Et puis il y a très peu de gens qui peuvent dire « Ah mais je vais faire un film de 3 heures ». Il y a très peu de réals qui peuvent mettre leur couille sur la table. C'est ça. Je pense que ça va s'installer. Après ce n'est pas pour tous les films, hein. Il y a très peu de séries, de films qui peuvent se targuer de faire ce genre de choses, et très peu de réals qui peuvent faire des gros films très longs, et donc dans ce cas-là ils préfèrent faire en plusieurs parties. Bon, après ça montre plus, et si la saga est bien, on aime bien plusieurs parties. C'est plutôt pas mal s'ils s'en tiennent à une 3e phase, d'avoir un ultime film qui fasse 2 épisodes. Je pense à Marvel.
pourquoi pas. Mais il faut que ça soit la dernière phase, et pas quand on va faire une phase 4. Parce qu'on aurait l'impression alors que dans ce cas-là que Infinity Wars c'est un pétard à bouchon. Ensuite, on observe également une évolution des séries, encore les séries, de par leur qualité, les visuels, leur niveau scénaristique presque égal à ce que fait le cinéma, légitimé par la présence de grands acteurs, de réalisateurs reconnus, de nouvelles plateformes pour les consommer telles que Netflix. Les séries vont-elles prendre le pas sur le cinéma ou s'inviter au cinéma? J'ai déjà répondu à cette question. Après, tu parles de Netflix. Je connais pas Netflix, je ne suis pas abonné, je ne sais pas trop leur offre. Il paraît que entre le catalogue français et le catalogue américain, il y a des putains de différences, donc c'est contestable. Bon, il y a beaucoup d'offres sur internet maintenant, Netflix est une de ces offres, c'est sûrement très très bien, mais il faut que les connexions internet suivent, qu'on soit intéressé par ce qui est montré, tout simplement. Après, qualité visuelle, qualité scénaristique, oui, parce qu'on a plus le temps de faire les choses. Parce qu'au cinéma, il faut tout compresser. C'est pour ça que je trouve que le cinéma, c'est plus intéressant, parce qu'il faut compresser des développements de personnages en 1h30, 2 heures. C'est pour ça que les mecs, après, ils disent « Ouais, mais ils ont pas parlé de ci, ils ont pas parlé de ça. » Les mecs, ils sont développés avec les pieds. Mais les mecs, ils sont tellement habitués aux séries qu'ils n'acceptent même plus le développement des personnages dans un film. Mais les mecs, qu'ils aillent se faire soigner, quoi. C'est un truc de fou. Les mecs reprochent des choses, on est obligé de les faire comme ça dans les films, parce que les mecs, ils ont vu tellement de séries, où les séries, on développe bien les personnages, enfin, quand ce sont de bonnes séries, bien sûr, quand ils développent bien les personnages pour que ce soit un truc bien comme il faut, sur des saisons et des saisons, et on reproche le manque de développement. Non, mais ça, c'est... Enfin, moi, ça m'énerve, ce genre de... Enfin, là, je sais pas du tout, t'inquiète pas, je suis pas en train de t'engueuler, hein. C'est des trucs, des fois, que je constate quand je vois les gens sur Internet parler des séries et de films, et justement, les podcasts et les séries, les mecs, oh là là. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Moi, j'espère que le cinéma restera majeur et imposant, et pas que ça devienne une espèce de petit truc à côté de la série. Moi, je souhaite que le cinéma, ça reste puissant. Après, en tant que praticien, si on me propose de faire du montage dans une série, moi je viens. Après, en tant que regardant, que spectateur et que personne soucieuse du patrimoine audiovisuel, j'ai tendance à privilégier le cinéma. C'est bien normal. Enfin, ma formation universitaire m'oriente beaucoup vers le cinéma plus que vers de la série. Et les quelques séries que j'ai vues récemment, je trouve ça très standardisé, très fond-vertisé. Bon, enfin, moi, ça m'intéresse pas tellement. Après, c'est des trucs... non, ça m'intéresse pas tellement la série, donc... C'est pour ça que, bon, je me pose pas aussi ce genre de questions. C'est pour ça que les FAQ sont là, hein, bien sûr. Non, je souhaite que le cinéma reste puissant. Je souhaiterais pas que ce soit légal, du cinéma, la série. Ouais, parce qu'après, pour avoir des séries dans les salles de cinéma, comme Game of Thrones, moi je trouve que c'est un peu... Ce n'est pas fait pour le cinéma, la série. Ce n'est pas comparable, ne serait-ce que les formats ne sont pas comparables. Donc je souhaite que ça reste à ne pas être comparable. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je pense que tu peux me comprendre, hein. En tant que fervent défenseur du cinéma, la série ça peut être très bien, mais moi c'est pas ce que je regarde, tout simplement. Ensuite, une question de Orius Khalid. Que penses-tu du mot culte, sans cesse employé pour désigner un bon nombre de films? On entend un petit peu à tort, ceci est culte, c'est une phrase culte, etc. La trilogie vers le futur est culte, ainsi que la confusion entre films cultes et films classiques. Tu fais bien de me dire que j'en avais déjà parlé, que je devais en parler. Tu sais, ceci, c'est très compliqué. Il faut quand même que je me documente un petit peu pour ne pas faire des amalgames et des choses un peu regrettables. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a un abus. Pour être court mais concis, il y a un abus, puisque le film culte désigne un type de film très particulier, un film culte, c'est-à-dire on voue un culte à ce type de film et dont une poignée d'initiés est au courant et regarde le film sans cesse. C'est ça le film culte, c'est une poignée de films qui ont vraiment eu un impact incroyable.
Et aujourd'hui, il y a un abus de langage parce que tu retrouves tout ça assez culte parce que, par exemple, sur les jaquettes de DVD, tu as, c'est marqué culte, c'est pour faire vendre, c'est devenu un mot pour faire de la vente. C'est devenu un terme marketing, alors qu'au départ, c'était presque l'inverse. C'était marginal. Le film culte est un film marginal. N'allez pas penser qu'un film comme Le Retour vers le futur, un film qui a eu une promotion importante, est un film culte. Vous vouez peut-être un culte à ce film, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément un film culte. Le terme culte en cinéma a une définition précise. Il suffit juste d'aller un petit peu la chercher quand même. Elle se distingue du film classique aussi, le classique. C'est vrai que je ne connais pas les définitions précises. Je vois quel type de films peuvent rentrer dans ces catégories, mais la définition précise, je l'ai oubliée. Mais le classique, pour moi, c'est cette espèce de film de l'époque. On dit souvent classique pour parler de films en noir et blanc, mais c'est complètement faux. Pour moi, Titanic est un classique, par exemple. Avatar est une forme de classique. C'est-à-dire ce sont des films qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie, ces grands films qui ont marqué le cinéma, des films qui ont une renommée, qui ont un prestige. Je crois que je lis beaucoup le terme classique à la notion de prestige. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être je le lis assez facilement à la musique classique, alors que ça n'a pas forcément à voir. Oui, mais je lis le classique à la reconnaissance critique et publique du film. Oui, je pense que je lis pas mal ça au classique, alors que le film culte est plus populaire, plus underground, plus... Tu vois un peu peut-être la distinction à plus entre le prestige et l'underground, entre le film culte et le film classique. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est mon impression, je n'ai pas creusé la chose, mais quand je le creuserai bien. Ne vous inquiétez pas sur ça. Ceux qui ne font pas la distinction, ce sont ceux qui bouffent des films sans avoir des réflexions derrière. Mais c'est pas un mal, hein. Moi j'aimerais aussi des fois bouffer juste le film comme ça, mais je peux pas m'empêcher de penser des choses après l'avoir vu. Ensuite, une question de Speltor. Qu'est-ce que tu penses du cinéma français non comique à gros budget? Est-ce que ça existe? Eh, franchement, tu me dis cette question, mais tu m'as pas donné d'exemple. Je ne sais pas. Attends, qu'est-ce qui a eu un gros budget qui n'est pas comique? Moi je pense à Adèle Blanc-Sec, qui a coûté très très cher et qui n'est pas vraiment comique. Enfin, c'est pas sa fonction première, c'est plus un film d'aventure. Franchement, c'est sympa, mais c'est complètement oubliable. Par exemple, La Belle et la Bête de Gans, c'était aussi un gros budget, de même que Le Pacte des Loups. J'ai préféré Le Pacte des Loups pour le coup. En termes de film très important, j'ai préféré Le Pacte des Loups que La Belle et la Bête. Sûrement que La Belle et la Bête, c'était très lié à mon souvenir de Disney, et donc ça me perturbe un peu de voir un film en live comme ça. Je sais pas, c'est bien, mais c'est souvent difficilement rentable. Si Le Pacte des Loups était rentable, mais c'est toujours délicat de se dire on va essayer de faire autre chose et de tenter le coup, et on voit qu'en France ça marche pas des masses, mais qu'à l'international ça peut être rentabilisé. Je crois que c'est extrêmement frustrant pour nous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est très délicat de changer les mentalités, je crois, hein, parce que c'est aussi lié à cette mentalité-là. Le film comme ça, il est fait. Mais après, est-ce que les Français vont aller voir un film comme ça? Donc il faut toucher le cœur des Français. La Belle et la Bête était un récit qui touchait le cœur des Français quand même. C'était un récit qui se passait en France. Si je me trompe pas, hein. C'est quelque chose qui devait rassembler les Français, et ça n'a pas forcément le rapprocher plus que ça, hein. Franchement, je pense que si tu enlèves toutes les comédies, il te reste quelques films d'aventure. Bon, maintenant, je pense à des trucs, c'est pas forcément les choses à dire, du genre Arsène Lupin. C'est un film qui date, hein, mais qui a coûté assez cher. Il a coûté, je crois, 20 millions d'euros. C'était en partie produit par TF1. C'était pourri, quoi. Avec Romain Duris, je me rappelle. Moi, je m'en souviens plus de ce film. Vidocq était pas mal. Je me rappelle, Vidocq avait aussi coûté un petit peu d'argent, il était assez intéressant, il était très fou parce qu'il était filmé avec des caméras numériques qui n'étaient pas forcément des bonnes caméras. Enfin, non, c'était des caméras qui étaient parmi les premières à être utilisées comme ça au cinéma, et ça donne un rendu très très bizarre.
Le film est très bizarrement filmé, hein. Mais je trouvais que c'était intéressant. C'était assez agréable à regarder. Enfin, agréable. Je ne savais pas où allait le film, en fait. Donc, je me laissais surprendre et finalement, le film était sympa, hein. Pour résumer ma réponse, hein, c'est lié aussi à comment le film va être perçu après par les gens. Donc, faut prendre des choses qui sont assez classiques et pas essayer de faire dans l'originalité, si on veut que ça marche. Voilà, cette 6e partie est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Les questions sont pas mal. Franchement, dans l'ensemble, vous avez posé de bonnes questions. Pas trop de redites. Bien sûr, certaines fois, c'est le cas. N'hésitez pas à regarder les FAQ précédentes, hein, parce que des fois, je me répète un petit peu. J'ai l'impression d'être un vieux papy. Mais bon, c'est pas trop grave. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour la dernière partie, la 7e partie, qui sera aussi une occasion de revenir sur la cérémonie des Oscars, de voir un petit peu ce qui s'est passé. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez envie, n'hésitez pas à me suivre bien entendu, je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!